Et en 2022, on a doublé notre budget achat par rapport à l'année d'avant, donc c'est énorme. On s'attend exactement à la même chose sur 2023. Et en parallèle, du coup, on n'a pas l'augmentation des subventions institutionnelles qu'on aimerait avoir pour suivre le rythme, quoi. Donc nourrir des personnes en situation de grande précarité. Et tout ça, c'est aussi possible grâce du coup à beaucoup de bénévoles. On a près de 2000 bénévoles aujourd'hui qui s'engagent à nos côtés. On y accueille en place assise et dans un centre couvert entre 700 et 1000 personnes selon les périodes, tous les soirs, sauf le jeudi. Où là, pour le coup, on va à la rencontre des personnes. C'est pas les personnes qui se rendent à nous sur nos différents dispositifs, c'est vraiment nous qui allons sur leur lieu de vie et qui leur apportons un repas chaud, mais aussi du coup du lien social, puisqu'on rencontre les mêmes personnes d'une semaine à l'autre. Et ça, c'est à peu près 150 personnes, du coup, tous les matins, qui viennent manger dans un lieu culturel. Donc, on travaille avec plusieurs lieux culturels de Paris-Centre. Et l'idée, c'est de leur proposer, après le petit déjeuner, une activité culturelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Pauline Duhaut, directrice adjointe de l'association La Chorba. Pauline, bonjour, comment tu vas ? Très bien, merci. J'espère que toi aussi. Ça va, merci. Alors Pauline, est-ce que déjà tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Pauline Duhaut, je suis directrice adjointe de l'association La Chorba. Et du coup, j'ai 29 ans. Et je travaille dans l'asso depuis 1 an. J'habite à Paris. Voilà. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail l'association La Chorba ? Ouais. L'association La Chorba, du coup, a été créée en 1998, donc ça fait plus de 25 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, c'est 15 salariés permanents et une trentaine de salariés en insertion qui travaillent tous les jours à nourrir des personnes en situation de grande précarité, voire en situation de rue, via différents dispositifs d'aide alimentaire, et ce, de manière inconditionnelle. Donc l'idée, c'est de nourrir toute personne qui se présente à notre porte. Et voilà, c'est la mission que s'est donnée La Chorba depuis le début. Donc on a plusieurs actions que je pourrais détailler par la suite. Et tout ça, c'est aussi possible grâce du coup à beaucoup de bénévoles. On a près de 2000 bénévoles aujourd'hui qui s'engagent à nos côtés et qui fait que La Chorba est surtout une grande famille. Génial. Est-ce que justement tu nous parlais de tes actions, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Carrément. Du coup, les actions de La Chorba sont motivées par la principale action qui était la lutte contre le gaspillage alimentaire. À l'origine, les fondateurs, ils ont voulu réutiliser, réemployer les denrées alimentaires qui étaient inconsommées de la grande consommation pour pouvoir les transformer dans des cuisines professionnelles et ensuite les redistribuer aux personnes qui n'avaient justement pas les moyens de faire leurs courses dans ce genre de supermarché ou de boulangerie, etc. Et donc tous nos repas qui sont redistribués aujourd'hui sur les actions sont produits sur la base de ce projet de lutte anti-gaspi alimentaire. Et donc il approvisionne principalement donc, notre dispositif historique de repas chauds à Porte de la Villette. On y accueille en place assise et dans un centre couvert entre 700 et 1000 personnes selon les périodes, tous les soirs, sauf le jeudi. Et donc c'est un dispositif qui est dans un site mutualisé avec les Restos du Cœur et avec l'un et l'autre, une autre association. Et grâce à nous trois, du coup, on peut distribuer des repas midi et soir toute l'année en continu, sans qu'il y ait de pause pour les personnes. Et l'accueil est inconditionnel à chaque fois. Okay. On a aussi du coup un dispositif de colis alimentaires. Celui-là, c'est plus pour des familles ou des personnes en situation de mobilité réduite ou de handicap qui ont un logement, parfois très précaire, mais ont un logement quand même avec une cuisine pour pouvoir préparer des aliments. Et donc, on leur donne l'équivalent de 10 repas à préparer chez elles, qu'on adapte en fonction de la situation familiale et aussi du régime alimentaire. En moyenne, c'est à peu près 550 à 600 foyers qui sont aidés par an là-dessus. Et c'est sur orientation d'une assistante sociale. On fait aussi des maraudes toutes les semaines, tous les lundis, où là, pour le coup, on va à la rencontre des personnes. C'est pas les personnes qui se rendent à nous sur nos différents dispositifs, c'est vraiment nous qui allons sur leur lieu de vie et qui leur apportons un repas chaud, mais aussi du coup du lien social, puisqu'on rencontre les mêmes personnes d'une semaine à l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre des nouvelles des gens, de s'inquiéter pour eux s'il y a besoin, de leur procurer des soins s'il y a besoin, ou d'appeler des services compétents si jamais on sent que la personne elle est trop malade, trop froid, ou vraiment elle n'en peut plus.
c'est pour maintenir un lien fort et montrer qu'on s'intéresse aux gens. Depuis début 2023, on a pérennisé un dispositif hivernal de distribution de petits déjeuners dans les lieux culturels de Paris-Centre. Et ça, c'est à peu près 150 personnes, du coup, tous les matins, qui viennent manger dans un lieu culturel. Donc, on travaille avec plusieurs lieux culturels de Paris-Centre. Et l'idée, c'est de leur proposer, après le petit déjeuner, une activité culturelle en lien avec le lieu d'accueil. Et donc, ça permet à la fois aux gens de se restaurer en place assise et dans un endroit chaud, et aussi de renouer avec la culture et de redécouvrir les lieux culturels alors qu'ils s'étaient peut-être sentis un peu exclus ou pas forcément les bienvenus dans ce genre de lieu. Et du coup, pour finir, dernier dispositif que l'on a et qu'on réouvre le 1er décembre, puisque c'est un dispositif hivernal. Pendant les 4 mois de la trêve hivernale, on ouvre un deuxième centre de distribution de repas chauds le soir au restaurant de l'Hôtel de Ville. Donc ça, c'est un cadre très symbolique. C'est sur la place de l'Hôtel de Ville et il y a un dispositif qui est conçu pour 250 personnes à peu près. L'accueil est aussi inconditionnel, donc il y aura toujours à manger pour tout le monde. Mais voilà, c'est un plus petit lieu, pas forcément calibré pour autant de personnes, mais du coup toujours inconditionnel. Et l'idée, c'est de répondre par ce dispositif alimentaire aux besoins des gens, de se nourrir en place assise et au chaud quand il fait moins 5 degrés dehors, quoi. Ok, ouais, génial. Donc je vois que vous faites vraiment beaucoup de choses. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de bénévoles. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment les bénévoles ils font pour s'inscrire, comment ils deviennent bénévoles, du coup, justement? Ouais, alors il y a plusieurs manières de devenir bénévole. Ce qui est à retenir, c'est que la Shorba, nous, on a voulu ouvrir le bénévolat à tout le monde. Et donc, ne pas forcément demander un engagement récurrent sur l'année, mais vraiment de pouvoir s'engager à la hauteur de ce qu'on est possible de faire et de ses envies. Donc, pour ça, on a mis en place une plateforme où on peut s'inscrire à l'action. Donc, par exemple, je peux m'inscrire le mardi soir, mais pas revenir la semaine d'après, ou revenir le jeudi, etc. Mais il n'y a aucune obligation sur le long terme. Et du coup, ça facilite grandement l'inscription, puisque les gens n'ont pas de démarche particulière à faire, si ce n'est de s'inscrire sur un site internet, ce qu'on fait environ 50 fois par jour. Et ensuite, du coup, ça nous permet d'avoir toutes les tranches d'âge, puisque du coup, on a des personnes, on a beaucoup d'actifs, de jeunes actifs, qui viennent après leur travail ou qui viennent après leur journée de télétravail, parce que c'est plus facile, etc. Donc, du coup, on a vraiment des bénévoles de 18 à 80 ans. Et ça, c'est super chouette. Ok, génial. Alors oui, par rapport au contexte actuel avec l'inflation, tout ça, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre association ? Si oui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Alors du coup, on n'est pas tous sans savoir ce qui s'est passé avec les Restos du Cœur cet été. Et du coup, l'appel qui a continué et a été relancé par d'autres associations. Donc oui, en ce moment, surtout depuis 2022, fin 2022 et surtout 2023, on a tous vécu, même personnellement, l'inflation des prix à la consommation, sur les prix à la consommation. Donc, du coup, nous, on en pâtit directement sur nos achats. Pour être mieux expliqué, du coup, en fait, les demandes de subventions sont faites les années d'avant aux institutionnels, ce qui fait qu'on n'a pas forcément de visibilité sur le contexte qui va avoir lieu l'année d'après quand on fait les demandes de subventions. Donc, la demande de subvention qui a été faite en 2022, en l'occurrence pour la Shorba, n'a pas forcément pris en compte le contexte 2023. Et donc, on observe que du coup, proportionnellement à ce qu'on avait prévu, nos achats sont bien supérieurs, donc selon le pourcentage d'inflation des produits, mais globalement, c'est plus 10% du budget par rapport à ce qu'on avait prévu. Et ça va aussi de pair avec l'augmentation de la précarité alimentaire. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens sur nos dispositifs. On reste en accueil inconditionnel, mais du coup, ça veut dire que pour nourrir encore plus de gens, il faut qu'on achète plus, puisque notre projet anti-gaspi ne suit pas la hausse, malheureusement, des bénéficiaires. Donc, du coup, on est obligé d'acheter pour compenser, et ce, à un prix plus élevé. Donc, du coup, forcément, ça se reflète sur nos comptes de résultats. Et en 2022, on a doublé notre budget achat par rapport à l'année d'avant, donc c'est énorme. On s'attend exactement à la même chose sur 2023. Et en parallèle, du coup, on n'a pas l'augmentation des subventions institutionnelles qu'on aimerait avoir pour suivre le rythme, quoi. Donc, du coup, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'aller chercher des fonds ailleurs, d'aller chercher des fonds auprès des entreprises. C'est pas encore tout à fait facile. C'est moins facile qu'aux États-Unis, par exemple, parce que les entreprises sont encore un peu frileuses, comprennent pas pourquoi on a besoin de sous, alors qu'en fait, on est subventionné par la ville de Paris, par la région Île-de-France, par l'État.
Donc voilà, il y a encore un peu... c'est une période de transition qui est un peu compliquée et du coup qui pénalise toutes les associations. Et du coup, les Restos du Cœur ont lancé le rappel, mais c'est toutes les associations d'aide alimentaire et même sur d'autres thématiques qui sont fragilisées aujourd'hui par le contexte, ça c'est clair. Ok, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler, parce que là tu as parlé des autres associations et je sais que vous avez formé un collectif, le Revers de la Médaille, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Alors du coup, c'est sur une autre thématique, Ouais, oui. mais qui rajoute aussi au climat d'incertitude dans lequel sont les assos aujourd'hui. Donc le collectif Le Revers de la Médaille, il a été lancé au début du mois de novembre, donc par plus de 50 assos, ONG parisiennes, mais pas que. L'idée, c'est plutôt de couvrir tout le territoire région Île-de-France et on s'associera avec d'autres villes s'il y a besoin. L'idée, c'est d'alerter les pouvoirs publics et le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris sur la situation actuelle, sur ce qui se passe en ce moment pour préparer les JO. Et le collectif durera tout le temps des JO, donc jusqu'à la fin, et même potentiellement après s'il y a besoin. L'idée de ce collectif, c'est de se rassembler tous ensemble pour montrer discuter avec les organisateurs de ces Jeux Olympiques sur différentes thématiques. Donc on a beaucoup entendu parler du coup des évacuations de campements, de l'évacuation des hôtels sociaux, de la fermeture de places dans certains hôtels aussi. Il y a plein de choses qui se passent et pour préparer ces JO, et c'est très bien parce que les JO c'est super pour la France, mais ça doit être organisé en prenant compte des plus précaires. Et malheureusement, dans ce genre d'événements, nationaux voire internationaux, du coup, il y a souvent une mise à l'écart, voire on les repousse. On repousse les personnes précaires pour pas que ça entrave l'organisation. Et du coup, il y a pas mal de choses qui sont faites en ce moment, que nous, on décrit. Et sans remettre en cause les Jeux Olympiques. Mais du coup, l'idée, ce serait de demander à ces organisateurs de nous inclure dans les réflexions. Et le jour J, donc au moment où les JO vont arriver, de nous proposer des solutions ou de travailler avec nous, avec comment s'organiser pour qu'on continue à mener nos actions et que les personnes en situation de précarité et de rue soient pas mises à l'écart et du coup privées de tous les dispositifs d'aide sociale, alimentaire, de santé, etc., auxquels elles ont le droit et elles doivent pouvoir continuer à avoir droit pendant cette période. Voilà, en gros, à quoi ça sert. Ok, génial. J'espère que ça pourra marcher. Parce que du coup, c'est un peu une catastrophe pour surtout les étudiants qui vont être expulsés de leur logement, tout ça, c'est un peu une catastrophe. Donc j'espère que ça marchera. En tout cas, je pense que globalement, ça a toujours prouvé que l'union fait la force. Et donc, si toutes les assos se mettent ensemble, déjà, c'est très fort comme symbole. Ouais. Et c'est aussi intéressant même pour nous en tant qu'asso, parce que du coup, on est souvent avec nos problèmes liés à notre secteur, mais en fait, on se rend compte que tout est lié. Et que s'il y a des hôtels sociaux qui ferment et des personnes du coup qui sont mises à la rue, ça va faire plus de gens dans nos dispositifs d'aide alimentaire inconditionnelle. Donc ça aussi à prévoir. Donc en fait, tout est interconnecté et ce qu'on demande juste, c'est qu'on nous laisse participer aux discussions, qu'on nous écoute et qu'on propose des solutions du coup pour que tout le monde marche bien en même temps et que cet événement soit la réussite que ça doit être. Ouais, tout à fait. Est-ce que Pauline, je peux te proposer un café? Ouais, avec plaisir. Alors on passe tout de suite à la minute café. Donc là c'est la minute café, on a nos petits cafés. Est-ce que tu pourrais nous dire ta personnalité publique ou une personne que tu suis qui t'inspire? Faut qu'elle soit vivante ou morte? Comme tu veux. Je dirais qu'une personnalité qui m'inspire beaucoup mais qui n'est plus de ce monde, c'est Mère Teresa. Pour son engagement auprès des plus démunis et son engagement à fond perso, puisque du coup elle a tout quitté pour ça. Et c'est vraiment quelqu'un que je trouve exceptionnel et qui m'inspire beaucoup au jour le jour. Très inspirante comme personnage. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner ou un message à faire passer? En tout cas, une expérience de vie que je peux partager, c'est vraiment en tout cas si certaines personnes qui nous écoutent souhaitent devenir bénévoles et ont peut-être des appréhensions à le faire parce que c'est pas forcément inné de faire la démarche tout seul et de se retrouver confronté à la précarité. C'est vraiment allez-y accompagner, contactez les gens des assos avant pour vous rassurer. Et honnêtement, je trouve que
on gagnerait tous à faire au moins une fois une action de bénévolat, parce qu'en fait, ça fait tomber beaucoup de barrières, beaucoup de préjugés sur ce qu'est la précarité. Et on se rend compte qu'en fait, ces gens-là, c'est des gens comme nous, juste ils ont potentiellement eu un accident de vie et que ça peut arriver à tout le monde. Et donc, en fait, se rendre compte de ça permet de relativiser sur sa vie perso et aussi de mieux comprendre certaines situations qu'on voit aux infos, qu'on entend dans la presse et sur lesquelles on peut avoir des préjugés avant. Mais en fait, quand on rencontre vraiment la situation, c'est beaucoup plus facile de se faire une idée personnelle des choses et vraie, du coup. Et génial. Et alors, devenez bénévole, c'est super important. Merci Pauline d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas surtout, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. En parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.